Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 28 mars 2022. Il est 8 heures, nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Ce matin, accompagné de Monia Witis, dans sa rubrique, nous allons nous intéresser à une méthode d'éducation, une pédagogie qui repose sur l'expérimentation, sur l'autonomie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que l'enfant peut choisir ses propres activités. Vous l'auriez deviné, il s'agit de la méthode Montessori. Nous parlerons également de santé ce matin, puisque le mois de mars est considéré ou appelé le mois bleu en référence donc à l'un on va dire des cancers les plus répandus en Algérie. Il s'agit du cancer colorectal. Malheureusement, près de 6500 individus sont touchés par ce cancer. Nous reviendrons donc sur la prise en charge, les symptômes et surtout donc le traitement de ce type de cancer. Également, Siem Knouch, dans sa rubrique, nous emmènera un peu dans l'Antiquité, même avant, pour nous faire découvrir un plat ancestral donc, qui est préparé jusqu'à nos jours lors des événements, des occasions particulières. Et il a d'ailleurs été cité dans plusieurs, on va dire, dans la littérature de manière générale. Je vous en dirai pas plus. Elle nous donnera plus de détails dans un petit moment. On aura le livre ce matin, puisque vous le savez, c'est la semaine du livre, puisque le SILA se tiendra jusqu'au 2 avril. Nous recevrons un médecin psychiatre ce matin qui lui donc a édité 2 livres. Donc nous parlerons de son livre. Également la catégorie des trisomiques. Vous savez, la semaine dernière, nous avons célébré la journée mondiale de la trisomie. Un livre leur a été consacré justement pour revenir sur la prise en charge, sur l'éducation, l'encadrement de cette catégorie de la société. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, ce sera les nouvelles du ciel et c'est en compagnie de Amal Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et Amel est déjà en place. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Chaudement, pluvieusement, froidement? C'est un temps lourd. Un temps lourd. Ouais. Nous en avons eu des temps lourds Oui, avec ces derniers temps, finalement. Oui, mois de mars, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est comme ça. Il y a même des particules de sable en suspension en ce moment. Voilà, ça vient des vents de sable qui viennent du sud? Du sud. Du sud. Exactement. Voilà. C'est la nature. C'est la nature, oui, exactement. Oui. Un peu de pluie, non? Les jours à venir. Les jours à venir. Les jours à venir. Encore un instant optimiste quand même. Voilà, exactement. Un peu plus de détails, Amel? Merci. Allez, on y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Puis le ciel deviendra partiellement voilé tout au long de la journée. Et à noter des vents assez forts près des côtes ouest et centre et sur les hauts plateaux de l'ouest. Et à noter quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest. Au sud, excepté un ciel plutôt voilé vers l'extrême sud, le Gartassil également le sud-ouest. Bien partout ailleurs, le temps restera dégagé avec toutefois des zones de sable, cette fois-ci vers le sud-ouest, et le ciel deviendra localement nuageux, mais en soirée vers le Bécharrois, avec possibilité de quelques pluies éparses. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison. 21 degrés du côté d'Alger, également Djelfa, Constantine, 23 à Tizi Ouzou, 22 degrés à Oran, Tlemcen, 18 à Naba, 20 degrés du côté de Tébessa, au sud 25 Biskra, 29 à Gardaya, 30 degrés Béchar, 34 Ilizi, 35 à Insalah, 33 degrés Tamanrasset et Tindouf, 38 Adrar, Ingezem et le maximum cette fois-ci à Borj Bedjimourtar avec 40 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est. Les vents souffleront 30 à 40 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est, 40 à 50 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est, et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est également. On termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h06 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل.
Voilà, finalement, 1 degré de plus qu'hier sur Alger. Exactement. Amel, donc Ouais. il va faire un peu chaud, hein, avec un Je vous ai dit un temps lourd. C'est un temps lourd, donc humide. Et Là, oui, par contre, très humide, oui. Là, par contre, il faut faire très attention, hein, sinon on peut encore avoir quelques grippes. Oui, le chaud, le froid. Le ouais, froid, ouais. C'est voilà, la parce saison que de toute façon. C'est la saison, il faut faire très attention. Très, très, très attention. Il ne faut Effectivement. pas se dévêtir d'un seul coup. Hein. Faut Alors pas- là, le faut mois pas- d'avril, Oh, n'en parlons pas. demandez aucun fil. Rien de rien. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui Amel, on se remercie. retrouvera tout à l'heure après À le tout à télévisé l'heure. du midi, après celui de Inch'Allah. 19h. Demain, à partir de Demain. 8h pour Bonjour d'Algérie. Rendez-vous Merci beaucoup, Amel. Merci. On continue. Tu sais ce qu'on va proposer maintenant? Une chanson. Une Comme chanson, d'habitude. Mouh Paco, comme d'habitude. Donc ce sera Mouh Paco pour cette fois-ci, qui nous interprète Sorry. On se retrouve juste après. وكي نخمم على الحياة اللي فاتنا راهو مار شوف الدمعة في عيني مار كي تتفكر جدي من قبل وفات وكي نطلع على صوري نبكي ونزيد شوف المعيشة اللي كنت فيها نعيش راني نشكي ونشعر وفرغ قلبي هذه الدنيا وعرة وانا نحمد ربي ويا الحياة قولي لي كيفاش ندير معاه همنتيني وفرحتيني في بعض الأوقات ماذا بيا أنا نرجع في وقت زمان باش نكتب عليك وننسى كاع المحال اليوم الدنيا خلتني نكون رزين كبرتني ومنك وليت حنين يا الدنيا شكون اللي بيك هي اللي تحكم وهي اللي تدي وتجيب عذبتينا وجريتينا واحنا شادين فيه يفرج ربي ولو ساعة كون على يديك كبرينا وفرحينا في موتنا رحمينا وتهلاي فينا كيما تهليتي في الوالدين ويا الحياة قولي لي كيفاش ندير معاه هممتيني وفرحتيني في بعض الأوقات ماذا بيا أنا نرجع في وقت زمان باش نكتب عليك وننسى كاع المحال Et c'était Mouh Paco qui nous a interprété Sorry. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Antiquité en compagnie de Siham Knouch. C'est un bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à tous. Comment ça va? Ah bah ça va, ça va. Je vous apporte un bon réveil en tout cas. Ah, ça, j'atteste. On peut le dire, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas dit en tout cas au sommaire. Tu m'as dit ne le dis pas, je ne l'ai pas dit.
Il n'y a pas de souci. En fait, oui, c'est s'agit d'un mets, d'un plat, d'une douceur chez certains. Donc, et c'est quelque chose qui a existé dans plusieurs récits très très anciens. Donc, c'est un plat qui est connu surtout dans le bassin méditerranéen, Oui. mais en Orient aussi. Donc, D'accord. on le retrouve dans plusieurs poésies sumériennes, dans les tablettes donc de terre cuite. On le retrouve dans le L'épopée de Gilgamesh. D'ailleurs, c'était le plat ou c'était le mets qu'il a emporté quand il est parti dans son périple, dans son voyage, afin de chercher la plante de la vie pour faire revenir donc dans ce monde Sonamé Inkido. Et c'est ce qu'il a pris avec lui, il n'a rien pris à part ceci. Ce n'est pas par hasard, je vais vous le dire. Et puis, si on prend l'ascenseur du temps, on va retrouver aussi les poètes arabes dans le Mu'allaqat, leurs épopées aussi, dans leur belle poésie, en train de parler de ce mets, que c'était quelque chose de très riche, que c'était de très nourrissant. Et on arrive au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il parlait aussi de ce mets qu'on appelait jadis as-suwayq. On l'appelait as-suwayq. Alors il disait, lorsque vous prenez une longue distance, lorsque vous allez prendre ou faire un long voyage, prenez du suwayq avec vous, parce qu'en tout cas, ça bourre, ça tient au chaud, et c'est très riche. C'est très calorique. C'est très calorique, qui a du Très fer riche en dedans, fibres. et en fibres et en fer. Donc vous allez vraiment vous retrouver. Alors qu'est-ce que c'est as-suwayq, Houda, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que suwayq? J'y arrive. C'est ce que nous appelons chez nous rwina. D'accord. Donc je n'ai un petit peu ici cette vais belle montrer tout petite ça. poudre de rwina. Voilà. Donc ça c'est de la rwina pure, hein, parce que si vous allez dans certains magasins, vous allez trouver que cette rwina, que cette poudre a été mélangée avec d'autres farines aussi, notamment la farine de pois chiche ou la farine de lentilles. Et ça l'enrichit encore et ça devient encore plus consistant et plus riche. Alors pourquoi on lui ajoute autre chose, d'autres farines? Ça sent bon. Hein. L'odeur. Oui, ça sent bon. L'odeur. Ça sent bon, ça je l'atteste. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est très riche. Hein. Et puis c'est lisse. C'est très lisse et c'est riche. Alors pourquoi on lui ajoute donc la farine de ce qu'on appelle le bladi, c'est-à-dire que les pois chiches, pas crus, mais les pois chiches grillés. Il faut griller les pois chiches et les piler et puis aussi les mettre dans cette rwina. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un plat réservé dans certaines régions à la nafsa, à celle qui vient d'accoucher. Pourquoi? Parce que c'est une préparation qui lui donne des forces, qui est contre l'anémie, qui attribue à la montée du lait surtout. Donc c'est quelque chose qui est très connu. À l'Est algérien, on l'appelle donc psissa, rwina, zrira, etc. Et c'est une sorte de tommena, quoique ce n'est pas c'est ce que j'allais la dire. tommena. Donc vraiment à ne pas confondre du tout avec tommena. Non, parce que si tommena, c'est en fait de la semoule qu'on fait et griller un petit peu et on la mélange directement avec du miel et du beurre. Bon, on peut mélanger rwina avec du miel et du beurre. Ceci existe. À l'Est, on l'appelle ça tommena ou psis ou zré, d'accord. Mais en fait, ce n'est pas la même chose parce que rwina, c'est en fait du blé grillé. Il faut d'abord quand c'est du blé, donc c'est du blé dur et non pas du blé tendre, ce n'est pas de la farine, c'est du blé dur qu'on fait griller déjà. Et une fois grillé, c'est là où on va le mécher, le meunier qui ne dort plus, hein, qui est bien réveillé et qui va enduire ce blé en poudre. Et on retrouve cette odeur. D'ailleurs, l'odeur de rwina, c'est l'odeur du blé grillé. Donc, je disais bien que c'était un mets méditerranéen. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a beaucoup de blé, mais en Orient aussi. Donc, si vous avez en Syrie, en Irak, il y a beaucoup de blé aussi. Donc, c'est pour ça que Gilgamesh en a pris avec lui, parce qu'il allait faire un grand voyage et il savait que c'était très nourrissant, très riche et très, très nourrissant. Donc, il y a mille et une façons de préparer le rwina. Vous savez, ce n'est pas juste réservé donc à la femme qui vient d'accoucher ou à cette nouvelle maman, mais
aussi, on peut la préparer donc avec du beurre et du miel, comme je le disais, mais dans certaines régions, notamment dans l'Algérois, dans la région du Titli aussi, on lui met de l'eau de fleur d'oranger. Donc mazhar. Et il y a ceux qui rajoutent du sucre pour que le goût soit moins amer, mais avec de l'eau de fleur d'oranger, c'est aussi un goût assez particulier. On va dire qu'à l'époque islamique, donc c'est Rasul sallam a parlé de souaïq, les gens qui voyageaient prenaient des sacs, donc des sacs de cette poudre qu'on mélangeait avec de l'eau, tout simplement. On en faisait des galettes, d'accord? Donc c'était juste de la ruina, donc du blé grillé, et aussi de l'eau. Donc ce n'était pas un plat extraordinaire, c'était juste un plat de voyage et de fortune. Et maintenant, dans l'autre assiette, ma chère amie... J'étais en train de regarder l'autre assiette, justement. Ça ressemble à quoi, à votre avis? Je vous laisse voir. Hein. À première vue, vous allez me dire, il y a beaucoup qui vont me dire que c'est du cacao. C'est pas ce que j'aurais dit, non. Ça m'a pas rappelé l'odeur, ni l'odeur, ni la couleur d'ailleurs. Alors, la couleur, mais je reconnais un peu des épices, je sais pas, un peu... Ce n'est pas une épice, c'est du caroub. Ah bah voilà. Je me disais c'était une odeur que je connaissais. Du caroub, effectivement. Alors c'est du caroub en poudre qu'on ajoute justement à ruina, et là ça devient très 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 riche. Quand on veut faire une psissa constantinoise, alors la psissa constantinoise, généralement, quand vous allez, vous savez, dans la suiqa, dans ces vieux magasins, dans ces vieux quartiers, là où on réserve toujours des surprises d'antan, etc., vous allez poser la question, Andek Ruina, il va toujours vous poser la question, blablabi, c'est-à-dire mélangé au pois chiche. Qu'est-ce que c'est? Blablabi, donc c'est du pois chiche, c'est du pois chiche grillé ou bien au caroub. Donc vous avez à choisir entre deux ruinas. L'une mélangée au pois chiche grillé et l'autre à cette farine-là. C'est une farine magique, très riche en fibres, très riche en sucre aussi. Et c'est quelque chose qui est très nourrissant pour celle qui vient d'accoucher, parce que le caroub, il faut dire que c'est un remède contre l'anémie, et ça c'est connu. En tout cas, pour le caroub, Siham, il faut dire aussi qu'il y a un retour massif vers l'utilisation du caroub dans plusieurs préparations, par exemple de gâteaux, de certains plats, particulièrement ceux qui ont une diète particulière. Exactement, ça remplace le cacao. Exactement. Ça remplace le cacao, et quand vous faites un marbré au caroub, le résultat est le même en fait. Le résultat est le même, le goût diffère un peu, mais il faut dire que vous êtes dans le naturel et c'est très riche et vous savez d'où ça vient. Voilà. Et ici, nous sommes un pays où il y a beaucoup de caroubiers, donc beaucoup de caroubes aussi, et la production est assez importante et intéressante. Donc on mélange, messieurs, dames, les deux. Alors si vous êtes chez vous... c'est comme vous voulez, c'est une histoire de goût. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous êtes chez vous, vous avez un petit peu de ruina, pensez donc à prendre un petit peu de ruina, bon, avec du miel, du beurre ou avec de l'eau de fleur d'orange, juste avec de l'eau pour les diabétiques. En tout cas, c'est très riche, c'est très nourrissant, ça vous donnera de la force pour toute la journée. Effectivement, mais sinon, on retrouve souiq, comme souiq, dans plusieurs récits. On trouve souiq dans plusieurs récits, notamment dans, comme je vous le disais, comme des paroles du prophétique, et on trouve aussi dans plusieurs poésies et dans certains livres, dans les livres de voyage. Si vous prenez Adab al-Rahalat, donc Adab al-Rahalat, c'est-à-dire que c'est un voyageur comme le Maqrizi, par exemple, qui va voyager d'une contrée à une autre, et ben il a toujours son petit souiq dans son sac, parce qu'en fait, ça se conserve très bien. Si c'est pas mélangé, si c'est pas très humide, il n'y a pas de danger que ça vire ou qu'il n'y a pas de date de préemption très très directe. Donc ça se conserve très bien. Et du coup, on peut l'emporter, on peut l'avoir. Donc le Maqrizi en parle aussi quand on a une petite faim. Vous savez, nous sommes dans une contrée lointaine, etc. Et puis on ne trouve pas grand-chose à manger. Il suffit d'avoir un petit peu d'eau, et un petit peu de souiq, et le tour est joué, c'est-à-dire que ça bourre et que ça tient. Nous n'avons plus avec le creux. Effectivement, mais sinon c'est aussi un mets qu'on retrouve dans d'autres occasions. C'est pas seulement chez Nafsa, comme on dit, c'est la femme qui vient d'accoucher. Al-Mouloud, par exemple.
exemple. Oui, à El On attend, nous, en tout cas, avec impatience, rien que pour ça. Non, mais moi, je le prépare, vous savez, à la maison. Je ne donne pas l'occasion. Occasionnellement, voilà, effectivement, voilà, on n'attend pas. Ça nous arrive. Et les enfants adorent. Ils aiment bien. Parce que c'est la c'est quelque chose de très doux, de velouté, le goût est ça passe très bien apprécié. avec un bon thé. Ça passe avec un bon thé, avec un bon café aussi. Les gens qui n'aiment pas trop mettre du sucre, donc ils vont alléger le miel et doser plus du côté beurre, etc. Donc plus de beurre que de miel, ça donne quand même une consistance assez, comme je le disais, assez veloutée et très, très agréable dans la bouche. Donc quand les gens d'un certain âge, quand ils n'ont plus de dents aussi, ils peuvent le faire passer parce que ça mastique pas beaucoup en fait, ça fond dans la bouche et on peut faire une assiette comme une tammena, donc dans un bol, dans une assiette, mais on peut aussi, quand c'est un petit peu plus dur, on peut en faire des boulettes, on peut jouer avec, j'ai une grand-tante qui faisait des boulettes et qui les enrobait de chocolat. Oh, ça fait des trucs. Exactement. Ça doit être excellent. Ça donne des idées. Hein. Oui, ça donne des idées. Mais en fait, ce n'est que souhait. Et puis avec Ramadan, par exemple, pour Sahara, pourquoi pas pour Sahur surtout. Parce que c'est très énergétique, en fait. Donc, ça va nous donner du souffle et puis une consistance pour toute la journée. Voilà, pourquoi pas. Juste une idée. Exactement, à retenir pour le mois de Ramadan. Très ancien. Ça remonte déjà à l'Antiquité. Exactement. Donc, dès que l'homme est devenu sédentaire, dès qu'il a laissé tomber, il n'y a plus de chasseurs-cueilleurs, il y a cet homme sédentaire qui s'est donné à l'agriculture. Qui dit agriculture dit en premier le blé. Donc, le blé est là. On l'a utilisé de différentes manières. Les Égyptiens ont connu le blé, les Sumériens, les Acadiens, donc tout le monde, on ne va pas parler d'Asie, donc d'Inde et de Chine, parce que là-bas c'est plutôt des rizières. C'est plutôt des rizières, effectivement. Voilà. Donc, mais s'il y a le blé, il y a le souaïq. Et c'est un plat assez intéressant. Voilà. Ah ben voilà, merci beaucoup. Mais je vous en prie, encore une fois, pour ce beau voyage vers l'Antiquité. J'aurais voulu avoir le miel et alors, Yazid aurait été content. Pas plus que moi, en tout cas. Merci beaucoup, Sihem. On se retrouve demain. Demain, oui. Voilà, allez, on se demain. retrouve Alors, demain, je vais raconter une histoire qui est Bagarat Litama pour parler, en fait, d'une expression ou d'un terme qu'on retrouve, enfin, je ne dirais pas plus. Voilà, Bagarat Litama, vraiment, c'est l'histoire avec laquelle nous avons bien grandi. Exactement, voilà. Vraiment gorgé de, j'ai envie de dire, de morale. Et on va tirer un mot, juste un mot comme ça, qu'on utilise, qu'on utilisait, qui n'est enfin, de moins en moins utilisé, mais dans le côté didactique, on le retrouve. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah ben voilà, merci beaucoup Siam. Mais je vous en prie. Merci, à demain, oui. On aura un petit quelque chose à partir de 9h30. D'accord. On va demander à Yazid d'aller nous chercher du miel et du beurre. Merci beaucoup Siam. Et on continue dans un petit moment. Nous allons rester dans le registre santé, puisque nous allons parler du cancer colorectal. Mais avant cela, ça va être des images de la ville d'Alger qu'on vous propose, et à tout de suite.
Et place à la santé, à présent, nous allons parler du mois bleu qui est consacré donc à la sensibilisation au cancer colorectal. Nous en parlons ce matin en compagnie du professeur Layaïda Karim. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors le mois de mars, donc, maintenant on va dire c'est une habitude que chaque mois est coloré d'une couleur particulière pour faire rappeler un cancer particulier, vraiment pour aller au fin fond du problème et sensibiliser par rapport à ces questions-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mars bleu. Voilà. Mais en fait, la campagne de sensibilisation doit s'étendre à toute l'année. À toute l'année, effectivement. Tout au long pour de la simple et bonne raison que le cancer colorectal est un cancer mortel. C'est le premier cancer chez l'homme en Algérie. C'est le deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein. Après le cancer du sein. Et ce qui est alarmant, c'est qu'il est en progression constante. Voilà, c'est vrai que les chiffres sont vraiment alarmants. Près de 6500 individus sont déjà touchés par ce cancer, malheureusement. Alors justement, quels sont les premiers symptômes? À quel moment on doit s'inquiéter? Exactement, on a plus de 6500 nouveaux cas par an. Par an, nouveaux cas par an, effectivement. Et c'est en progression constante. Donc on doit faire quelque chose pour inverser la tendance. Le côté positif du cancer colorectal, c'est que c'est un cancer qui se prévient. Dans plus de 9 cas sur 10, il survient sur un polype qui augmente pendant quelques années pour devenir cancer. Et donc le challenge, si on retrouve le polype, on l'enlève, on évite le cancer. Le deuxième challenge, c'est pour enchaîner sur votre question, c'est de le diagnostiquer précocement, le plus précocement possible. Malheureusement, les symptômes ne sont pas spécifiques au cancer. On les retrouve notamment dans le syndrome de l'intestin irritable. Quelqu'un qui a mal au niveau de l'abdomen, des douleurs abdominales, ça c'est du ballonnement abdominal, ça c'est banal. Dans la plupart des cas, c'est un syndrome de l'intestin irritable. Mais il y a ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, c'est-à-dire quels sont les signes qui doivent nous alerter. C'est le sang au niveau des selles. Il faut oublier les hémorroïdes, même si ça peut être, dans la plupart des cas, des hémorroïdes. Il faut faire une coloscopie pour éliminer le cancer. Les hémorroïdes, ça ne tue pas. Le cancer, si. Quand ces douleurs s'accompagnent de vomissements, quand l'abdomen gonfle et ça se termine par une débâcle diarrhéique, quand il y a de l'anémie inexpliquée, quand il y a une perte de poids inexpliquée, et surtout quand il y a des antécédents familiaux. Le cancer, il y a de l'hérédité dans 20% des cas. D'accord. Ce qui nous pousse, quand on a un cancer dans la famille à un âge inférieur à 60 ans, ou quand on a plus de 2 cas, il faut faire du dépistage ciblé s'il est apparenté au premier degré. C'est-à-dire faire une coloscopie 10 ans avant l'apparition du cancer le plus jeune ou à partir de 40 ans. L'objectif principal étant de retrouver un polype avant qu'il ne devienne cancer. Alors, donc là, vous avez parlé un petit peu de l'apparition de ce polype, mais sinon, quelles seraient aussi les causes qui peuvent déclencher finalement ce genre de maladie? Voilà, les causes, c'est les habitudes de vie. C'est le changement. J'ai bien apprécié l'émission de tout à l'heure, le blé, etc. Eh bien oui, ça c'est très important. C'est qu'on a changé notre mode de vie, de régime alimentaire, en régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, en céréales, et on l'a changé en consommant trop de viande. Trop de viande, et vous savez que le ramadan, on est aux portes du mois sacré, et l'État est obligé d'importer de la viande parce que la consommation augmente. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut que le citoyen sache que l'un des facteurs principaux, c'est la consommation excessive de viande rouge qui est riche en acides gras saturés et qui sont délétères pour la santé, en plus du cancer colorectal sur le plan cardiovasculaire. Le deuxième facteur, c'est le tabac. Le tabac, ça c'est une catastrophe parce que ça augmente le risque de pratiquement tous les cancers, de la sphère ORL, du poumon, et même d'autres maladies, tous les cancers digestifs, en plus des maladies cardiovasculaires. Et donc, le mois sacré est une occasion pour les gens pour se motiver, pour arrêter définitivement le tabac, puisque pendant la période du jeûne, on ne fume pas, et donc il faut continuer à ne pas fumer et enchaîner après le ramadan pour l'alcool également est un des facteurs. Et puis, le sucre. On consomme trop de sucre. On est les seuls pratiquement à mettre du sucre dans le sucre, puisque le lait, ça comporte du lactose, et on en rajoute le sucre de table, le saccharose. Il faut savoir que le sucre et l'excès de sucre augmentent le risque de cancer.
Et puis, la sédentarité, vous en avez parlé tout à l'heure, Oui. et l'activité, à l'inverse, l'activité physique est un facteur protecteur. Alors que la sédentarité et l'excès de surpoids et l'obésité est un facteur prouvé. Et si on arrive à baisser le poids graduellement, on réduit le risque d'avoir un cancer colorectal. Voilà. Alors sinon, comment se fait la prise en charge de ces malades? Alors, la prise en charge de ces malades, elle est différente en fonction du stade où on fait le diagnostic. Si on fait le diagnostic précocement, si la tumeur est limitée à la paroi, si elle n'atteint pas les ganglions, la guérison se fera par la chirurgie. C'est-à-dire la résection d'un morceau du gros intestin suffit à guérir sans avoir recours à une chimiothérapie post-opératoire. Si la tumeur atteint les ganglions, on va faire en plus de la chirurgie, de la chimiothérapie, ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante, qui donne de bons résultats. Il faut savoir que dans le premier cas, la guérison se fait par la chirurgie seule dans plus de 95% des cas. C'est magnifique si on arrive à diagnostiquer précocement, si le malade consulte précocement. Maintenant, si la tumeur a atteint les autres organes, le foie, le poumon, etc., il y a des solutions. Il y a de la chimiothérapie, il y a ce qu'on appelle des thérapies ciblées, et plus récemment, il y a l'immunothérapie. C'est des médicaments qui donnent de bons résultats, qui prolongent la survie et la qualité de vie de nos patients, mais il faut savoir que là, on sera dans une stratégie qui va s'étaler sur quelques années, avec des effets secondaires, et surtout avec un coût exorbitant pour la caisse de l'État. Et donc, la prévention, c'est la meilleure arme qui ne coûte pas cher, et qui est la plus morbide pour les patients. Voilà, alors est-ce que c'est un cancer qui touche toutes les catégories d'âge ou ça peut toucher quand même une catégorie particulière? Il faut savoir que la probabilité d'avoir un cancer colorectal, elle augmente à partir de 50 ans et chez nous, on a un pic chez le jeune, c'est plutôt 45 ans. C'est-à-dire la courbe, elle est ascendante, lentement, et à partir de 45-50 ans, elle va augmenter plus rapidement. Et donc, on est plus alerté chez le sujet de plus de 50 ans et on est plus vers l'exploration que chez le sujet jeune. Ceci dit, le sujet jeune peut faire le cancer avec une probabilité moindre. C'est pour ça qu'il faut se rappeler des drapeaux rouges qui doivent nous pousser à explorer le côlon. Alors, donc, professeur, justement, il y a, j'ai envie de dire, un phénomène, ou plutôt un fléau, on va appeler ça comme ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire d'abord l'automédication, et surtout avoir recours un petit peu trop, j'ai envie de dire, à tout ce qui est ancestral. Vraiment, j'ai mal, on va prendre une tisane, j'ai mal, on va prendre un paracétamol. Et donc, quel est finalement l'effet donc de l'automédication et vraiment d'aller trop vers, j'ai envie de dire, cette médecine traditionnelle qui pourrait être intéressante, mais un excès parfois où on ne connaît pas réellement j'ai envie de dire, l'impact des plantes ou des tisanes, ou même des mélanges. Justement, et même des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires. Qui sont pris de façon, le patient, à partir d'un symptôme, il va prendre tout ça pour être soulagé, bon ça c'est bien, mais attention, il faut, quand ces symptômes durent dans le temps, quand ces symptômes changent dans le temps, quand il y a une aggravation dans le temps, ça doit pousser impérativement à prendre conseil chez le pharmacien et mieux encore à consulter chez un médecin. Parce que le médecin va analyser avec plus de finesse les symptômes pour décider de pousser vers l'exploration. Parce que, encore une fois, dans le cancer colorectal, l'objectif principal étant de diagnostiquer la lésion, le polype qui prédispose au cancer, de l'enlever pour éviter le cancer, ou bien de diagnostiquer le cancer s'il y a un cancer à un stade précoce. Ça nous facilite la tâche pour la thérapeutique et ça donne bien sûr de meilleurs résultats pour le patient. Effectivement. Alors, nous avons dit que le mois de mars, c'est le mois de bleu, qui est donc dédié au cancer colorectal. Nous avons dit aussi que c'est un travail qui doit se faire tout au long de l'année. Alors justement, qu'est-ce qui se fait tout au long de l'année pour sensibiliser le citoyen d'une manière générale, non seulement au cancer colorectal, mais aussi aux autres types de cancers? La sensibilisation doit toucher d'abord nos enfants. C'est-à-dire, on doit apprendre à nos enfants de ne pas mettre du sucre dans le lait, etc.
Ça, c'est dans l'enfance, de consommer moins de pain. On est des grands consommateurs de pain industriel. D'enlever tout ce qui est le pain blanc particulièrement, je suis tout à fait d'accord. Le pain complet avec les céréales, ça au contraire, il faut l'encourager. Et tout ce qui est jus, tout ce qui est boisson gazeuse, avec les conservateurs, ça, il faut bannir ça. À la veille de Madame Dan. À la veille, bon, il ne faut pas être extrémiste sur les bords. On peut en consommer, qui me il ne faut pas hasard, mais pas tous les jours. Certains, ils ont remplacé l'eau par les boissons gazeuses. Et ça, il faut bannir ça. Il faut faire des campagnes de sensibilisation anti-tabac dès l'école primaire, pour sensibiliser nos enfants, parce que généralement, c'est à partir du CEM, c'est là où ça commence. Parce que si on fait des campagnes de sensibilisation à ce niveau-là et on évalue les résultats, on va voir que la tendance va aller vers la diminution. Donc encore une fois, il faut vraiment aller vers les enfants, mais sinon, donc vous avez dit que ce sont des cancers, donc on doit dépister à partir plutôt de l'âge de 45 ans, mais sinon justement pour ces catégories de personnes qui arrivent donc à cet âge-là, qu'est-ce qui se fait encore une fois pour les sensibiliser, pour les pousser surtout à aller voir un médecin? Parce qu'on a aussi tendance à se dire j'ai rien, je ressens rien, et parfois ce sont aussi des maladies malheureusement très malicieuses, sournoises, silencieuses, et donc elles peuvent apparaître à tout moment. D'accord. C'est-à-dire, en Algérie, on n'a pas encore établi une stratégie de dépistage de masse, c'est-à-dire, c'est ce que vous dites, à partir de 50 ans, quelqu'un qui n'a rien, est-ce qu'on doit rechercher la présence de sang occulte dans les selles? C'est-à-dire que le malade, que le sujet ne voit pas. Il y a des bandelettes, c'est ce qu'on appelle le test immunologique, qui recherche l'hémoglobine humaine dans les selles. Et si c'est positif, on va aller vers la coloscopie. Voilà. La deuxième stratégie, faire une coloscopie à tout le monde, c'est plus difficile à réaliser. Il y a eu une étude pilote dans la wilaya de Bdjaya qui nous a donné une idée sur l'incidence du cancer chez les sujets asymptomatiques. Mais surtout, l'urgence, c'est les sujets symptomatiques. Il faut établir une stratégie chez ceux-là. Quels sont les patients chez qui on doit aller vers la coloscopie et augmenter, bien sûr, l'acceptabilité de la coloscopie, puisque c'est l'examen qui a une mauvaise réputation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mal, voilà, effectivement. etc. Ça peut se faire sous anesthésie. Et il faut faire des efforts. C'est à nous de faire ces efforts professionnels de santé pour augmenter l'accessibilité et l'acceptabilité de cet examen, parce qu'en 2022, ça reste le seul examen de référence pour explorer le côlon. Voilà. C'est la stratégie qu'on doit évaluer. Mais sinon, pour assurer un petit peu les téléspectateurs, on arrivera finalement à la coloscopie donc lorsqu'il y aura l'un de ces drapeaux rouges. Ben oui, voilà. Dans la plupart des cas, la coloscopie n'est pas nécessaire. Si le sujet a moins de 50 ans, s'il a un trouble du transit, constipation, diarrhée, alternance des deux, s'il a des douleurs, ballonnements, on ne fait pas de coloscopie systématiquement. Donc, qu'est-ce qui se fait pour dépister justement? Quels sont les autres examens que le patient peut faire? Actuellement, on ne peut pas remplacer la coloscopie par l'échographie, ni par le scanner, parce que si on dit au patient, scanner, oui, lui dit ça, j'accepte. Coloscopie, non. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas remplacer la coloscopie. Quand on décide d'explorer, c'est d'emblée la coloscopie actuellement. Mais c'est juste pour faire un bilan, c'est juste pour avoir le cœur net, j'ai envie de dire. Quels sont les autres examens qu'on peut faire? Dans la plupart des cas, cette coloscopie est normale. Sur le plan biologique, on dépiste l'anémie, s'il y a de l'anémie, s'il y a une baisse de la ferritine, s'il y a un syndrome inflammatoire, ça nous pousse plutôt à explorer. Mais il ne faut pas redouter cet examen. Quand il le faut, il le faut. Hein. Quand il le faut, effectivement. Oui. Mais sinon, encore une fois, pour cet examen, donc, qui n'est autre que la coloscopie, qui vraiment nous donnera un examen fiable, alors est-ce que c'est un examen comme par exemple pour la mammographie qu'on doit faire tous les 2 ans, par exemple? Est-ce que c'est le cas pour la coloscopie? Est-ce que ça a une périodicité particulière? La périodicité de cette coloscopie, c'est en fonction de ce qu'on va retrouver à la coloscopie initiale. Une bonne coloscopie chez un malade bien préparé par un endoscopiste performant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la coloscopie qui répond aux critères de qualité,
on est tranquille pendant au moins 10 ans. Dans les formes 10 ans, une coloscopie dans 10 ans, c'est pas... Dans les formes familiales, on pourra répéter l'examen généralement à 5 ans. Dans les formes génétiques, vraiment c'est exceptionnel ces formes-là, on aura à le faire tous les 2-3 ans. Si on retrouve un polype, il y a des protocoles de surveillance bien établis. Mais chez ceux-là, on va éviter de façon pratiquement certaine le cancer colorectal. Voilà, comme donc ça, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Effectivement, encore une fois, ça reste un travail de prévention. Ça, c'est un travail de prévention. Mais sinon, professeur, encore une fois, donc là, on arrive quand même, malheureusement, encore une fois, à dépister près de 6500 cas par an. C'est quand même énorme comme chiffre. Mais est-ce que le patient, quand même, se rapproche j'ai envie de dire, donc des spécialistes? Il arrive quand même à partager toutes ces douleurs, toutes ces pathologies et toutes ces craintes avec un spécialiste, parce que ça reste quand même, nous avons quand même une culture, non, je vais prendre des tisanes, non, je vais peut-être prendre l'automédication, encore une fois. Donc, est-ce qu'il y a quand même cet engouement, j'ai envie de dire? La première soupape, c'est pas le spécialiste, c'est le médecin généraliste. Parce que numériquement, ils sont beaucoup plus nombreux. Oui. Et donc, il faut faire des actions de formation auprès des médecins généralistes qui savent, qui connaissent leur métier. Et puis, il faut sensibiliser les citoyens. L'automédication, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quels symptômes? On doit éduquer le patient pour quels sont les drapeaux rouges. Devant ces drapeaux rouges, devant une douleur, un gonflement, des vomissements qui amènent le patient à se tordre l'abdomen, s'il y a du sang dans les selles, si on maigrit sans raison apparente, s'il y a des antécédents familiaux de cancer colorectal, il y a des facteurs de risque. Et donc, il ne faut pas s'automédiquer dans ces cas-là, parce qu'on risque de passer sur un encore cancer la situation qu'on pouvait prendre en charge assez facilement à son stade de début. Voilà, donc on va encore aggraver la situation. Oui, on va rendre beaucoup plus difficile la prise en charge des patients et surtout beaucoup plus coûteuse pour les caisses de l'État. Effectivement. Donc après, ce sera ce sera le généraliste après qui va donc orienter finalement les patients vers les spécialistes. Faire la sélection, orienter vers le spécialiste pour justement faire cette coloscopie. Mais sinon, aujourd'hui, donc pour ce qui est de la prise en charge, donc est-ce qu'on arrive à prendre en charge convenablement les patients, parce que quand même, j'ai envie de dire, c'est un cancer qui prend de plus en plus d'ampleur malheureusement. Ben oui, si les chiffres continue à augmenter, bien sûr, la prise en charge sera de plus en plus difficile. Elle est plus simple quand on diagnostique un stade précoce, elle est beaucoup plus difficile au stade tardif. Parce qu'au stade tardif, il y a des solutions. Mais c'est 6500 nouveaux cas par an. Et ces 6500, on arrive, avec les traitements actuels, à une survie qui peut atteindre les 10 ans, même s'il y a des métastases hépatiques. Et donc, chaque année, il y a plus de patients à traiter, et donc la prise en charge devient plus difficile et beaucoup plus coûteuse. Voilà, effectivement. Un conseil encore à donner ce matin? Le conseil, on est au port du mois de Ramadan pour lutter. Si on a un surpoids, si on a de l'obésité, si on fume, si on a des habitudes toxiques, c'est une occasion pour anéantir ces facteurs de risque, lutter contre ces facteurs de risque. Et c'est pas un mois où on va augmenter en poids, on corrige notre alimentation, on augmente la teneur en fruits et légumes, on réduit la consommation en viande rouge et en boissons sucrées avec les conservateurs. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Voilà, merci beaucoup, professeur, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, professeur Laïda Karim, vous êtes chef de service de gastro-entérologie au niveau du centre hospitalier universitaire, Moustapha Bacha. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et Ramadan Karim à vous. Merci. Voilà, et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un événement qui a été donc organisé au niveau de l'école supérieure agroalimentaire. Ça a été un événement qui a été organisé au profit des trisomiques, donc porteurs de la trisomie 21, et c'est Samia Bouharour qui s'est intéressée à cet événement. On est là, on existe, on est juste un peu différent. Votre attention nous touche et votre amour nous comble. C'est le message lancé par ces enfants atteints de la trisomie 21. Ils sont là pour montrer leur talent et rendre ces espaces joyeux.
Et c'est Melek Hadjouch et tous les étudiants du club scientifique de l'École supérieure des sciences de l'aliment et des sciences agroalimentaires d'Alger qui ont organisé cet événement. Préparer plusieurs activités pour ces enfants. Il y a des jeux, des ateliers, des conférences, etc. La plupart les enfants ou les ont la trisomie, ils ont un régime alimentaire. Il y a des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. Il y a des personnes qui ont l'allergie au gluten. Donc, nous avons une sensibilisation. Nous avons le régime alimentaire qui doivent يتبعوه. Notre exemple de bravoure, ce duo maman et enfant. Salah, 15 ans, atteint de la trisomie 21, scolarisé, sportif et talentueux dans l'art du macramé. S'il a pu atteindre aujourd'hui tous ses exploits, c'est grâce à cette dame courageuse qui mène un combat quotidien auprès de son enfant. Elle est auteure de 2 ouvrages qui servent aujourd'hui de guide pour toutes les mamans dans des situations similaires. Livre, c'est un témoignage de vécu de Salah. Et deuxièmement, c'est comme un guide pour les mamans, parce que le livre, c'est 2 parts. Une part, c'est l'histoire, le vécu, dès la naissance. Deuxième part, c'est tous les exercices et tous les étapes de développement. Chaque âge, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un développement bien pour l'enfant. Ça veut dire, le premier livre, le Mu'jiza, c'est de naissance à 1 an. Fait la définition de la trisomie, qu'est-ce que c'est et tout. Après, qu'est-ce qu'on fait comme exercice, même autant que nourrisson. نعرف نكتب. عربية فرنسية. Ces étudiants ont pu décider le sourire sur ces beaux visages innocents grâce au soutien de leurs responsables et professeurs. Un geste simple qui marque profondément les cœurs. Les étudiants, nos étudiants, c'est des étudiants ultra dynamiques, c'est des étudiants qui ont la main sur le cœur. Ils ont l'habitude de proposer des ateliers scientifiques, des manifestations dans ce genre. Et je crois que c'est important parce que c'est vrai qu'on est dans le domaine scientifique, mais cela n'élimine pas la dimension humaine. Des ateliers de dessin, des jeux, des travaux manuels, de l'animation et beaucoup d'amour et d'attention envers ces enfants se voyaient et se ressentaient, en espérant une meilleure stratégie pour les aider à s'épanouir pour un avenir aussi beau que leurs âmes douces et belles. Beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, nous dit Samia Bouarour dans ce reportage. Donc, elle revient, ou elle est revenue, sur un événement dédié aux enfants trisomiques, donc un événement organisé au niveau de l'école supérieure agroalimentaire. Et nous allons parler justement de cette catégorie d'enfants. Et ce sera en compagnie d'une écrivaine, donc Madame Fatiha Benrahmani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous. Vous avez participé à cet événement, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Et parmi nous également, Mounia Witis qui nous parlera d'une pédagogie particulière. Oui. Mounia, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mounia? Très bien, merci. Très bien. Alors, Madame Benrahmani, nous avons vu le reportage, d'ailleurs, vous y étiez dans le reportage. Et donc, ça a été un événement auquel vous avez participé. Donc, qui a été organisé au profit des enfants trisomiques, n'est-ce pas? Oui, c'était la journée mondiale de la trisomie 21. J'ai participé pour les enfants. Et qui correspond au 21 mars de chaque année. 21 mars. Et c'était une journée pour les étudiants, savoir qu'est-ce que c'est la trisomie, qu'est-ce que c'est la prise en charge et voir les enfants en réalité. Donc c'était une forme de sensibilisation finalement à cette question. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement. Et ça nécessite d'ailleurs toute une pédagogie, toute une prise en charge, toute une façon et l'art de faire. Aussi, nous allons parler de pédagogie d'ailleurs en compagnie de Mounia. Mounia, tu vas nous parler d'une pédagogie très intéressante d'ailleurs pour les enfants parce que ça repose finalement sur une philosophie très simple.
Laisser l'enfant choisir ce qu'il a envie de faire. Exactement. L'accompagner et ne pas le diriger. C'est exactement ça. On va parler de la méthode Montessori. Alors, la méthode Montessori, c'est la méthode qui a été créée au 19e, 20e siècle, qui est maintenant vraiment à la mode. On ne peut pas passer à côté de cette méthode. Toutes les crèches nous proposent cette méthode-là. On va pas même les magasins de jouets d'ailleurs. Mais justement, les crèches, les magasins de jouets, des livres, tout nous parle de la méthode Montessori. Les parents veulent bien faire, ils sont vraiment intéressés par cette méthode Montessori qui est là pour accompagner l'enfant. Ce n'est pas le diriger, mais surtout l'accompagner, laisser l'enfant grandir et faire ce qu'il veut par lui-même. C'est vraiment apprendre tout en s'amusant. Apprendre justement tout en s'amusant. Il y a aussi une phrase phare de Maria Montessori qui dit « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. » Ça veut dire que... Oui, c'est très beau. Ça veut tout dire. Ça veut dire que souvent les parents, ils ont tendance à vouloir, voilà, je veux qu'il fasse ça, j'ai envie qu'il apprenne ça, je vais lui apprendre les calculs. Non, la pédagogie Montessori, c'est le laisser. S'il a envie de faire des calculs, ben, on est là pour l'accompagner, mais on ne lui impose rien. On le laisse faire ce qu'il veut. Et justement, notre journaliste Farid Abdelmouslim, je ne sais pas si on peut passer le sujet maintenant, justement. Farid Abdelmouslim est parti dans une crèche justement qui s'inspire pour certaines activités qui n'appliquent pas complètement la pédagogie Montessori, mais qui s'inspire de certaines... si on commence, ça va certainement venir. Certaines activités pour faire activités qui s'inspirent de la pédagogie Montessori et parler aussi du livre Montessori. Très bien, allez, on va donc voir ce reportage de Farid Abdelmouslim qui, elle, s'est intéressée à la méthode Montessori dans l'une des crèches. Je vous laisse voir, on se retrouve juste après. C'est une méthode qui s'applique aussi sur le livre. C'est une méthode qui s'applique sur tout le monde, même sur les adultes qui ont fait... Son objectif principal est l'éveil des sens. En général, les sens les plus ciblés sont la vue et le toucher. Le livre est donc un support d'apprentissage et d'éveil sensoriel. L'enfant peut passer des moments agréables en groupe, ensemble. C'est-à-dire, comme vous savez déjà, les livres, c'est la lecture. La lecture, c'est quoi? Elle leur facilite déjà l'acquisition du langage, ainsi que le développement de sa capacité de se concentrer, ainsi que de développer, de bien écouter aussi. Donc voilà, c'est ça c'est ça les livres d'éveil. On fait les travaux en classe, travaux éducatifs en groupe. Il va apprendre beaucoup de choses. La discipline. Première chose, on respecte les camarades, on respecte qui est plus grand que nous, d'accord, respectant la maîtresse. La deuxième chose, le partage. Et il aura une confiance en lui-même. Regrouper les enfants autour d'un livre, d'un exercice basique, ainsi que d'autres activités est un moyen qui permet à l'enfant de découvrir et de comprendre son entourage. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre à lui et lui offre une vue à travers laquelle il apprend à faire des relations, à comprendre des histoires et à utiliser des objets, un monde de matériel, de codes sociaux et de normes. Maintenant, directement, le stylo, le cahier, c'est le tableau. J'explique au tableau. Après, on va faire des activités. Où je n'aurai des activités en jouant. C'est très simple. En jouant, on applique. L'ardoise. L'ardoise, c'est très important. Il fait de la table, il fait de l'ardoise, il fait en imitant. L'ardoise. On va passer au tableau. Le tableau, après, au cahier de classe. Le cahier de maison, après cahier de classe, après c'est le livre. Les activités de notre programme, ces livres-là, ils donnent une activité apparente, une activité que l'enfant lui permet de s'exprimer, d'accord, verbalement, d'être autonome aussi, et puis de développer son imagination, de partager avec les autres. Le contenu pédagogique d'un livre n'est pas fait par hasard. Il favorise l'ouverture d'esprit vers l'apprentissage, une fonction de socialisation et de relations individualisées. Il accompagne l'enfant dans son développement du langage, de sa pensée et de son imagination. Une méthode classique, c'est l'enfant la réalité. الواقع لازم يعيش الواقع باسكو لو كان الطفل ما يعيش الواقع ما تقدريش تخدمي معاه كامل وهذا الواقع وشنو première chose c'est l'imagination الطفل كي imaginer par exemple un crayon il est noir il imagine dans sa tête qu'il est noir
تقدري تجبدي له n'importe quel article يعرف بلي il est noir. Le livre en général شوفي عنده des activités اللي الطفل يبدا منهم يتعلم. واش يتعلم؟ واش تعلم قبل؟ واش علمته انا من قبل؟ Il va de soi que le livre d'éveil améliore les connaissances des petits. Savoir choisir sur quel support les faire travailler est une base en elle-même pour stimuler le processus de l'apprentissage et l'éveil chez les enfants. Et voilà, c'était donc la méthode appliquée à certaines activités. À certaines activités, parce qu'une crèche, une réelle crèche Montessori, c'est une crèche où il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, c'est un espace ouvert, où ce qu'on appelle le matériel Montessori. Il faut savoir que le matériel Montessori, Montessori s'est inspiré de ses prédécesseurs, comme Jean Itard et Édouard Seguin, pour le matériel qu'ils utilisaient eux, pour les enfants porteurs d'handicap. À la base, c'était fait pour cette frange d'enfants, mais que Maria Montessori a élargi, et justement élargi et a remarqué que ça fonctionnait très bien sur tous les enfants. Ce n'est pas une méthode pour rendre l'enfant plus intelligent, pas du tout, mais c'est une méthode pour développer sa psychologie, l'estime de soi, l'esprit de recherche, l'amour de soi aussi. La confiance. Voilà, la confiance, c'est plus par les sentiments et ce genre de choses, plus que c'est pas une méthode pour en faire des génies, pas forcément. C'est pas pour en faire des génies. C'est une méthode très intéressante qu'on peut même appliquer à la maison. Il faut savoir que les crèches Montessori, c'est une crèche où il n'y a pas de table, pas de chaise. Une table, une chaise, oui, peut-être pour les activités si on a besoin de ce genre de choses, mais les activités, le matériel est disposé à la portée des enfants. C'est à l'enfant de choisir l'activité qu'il a envie de faire. Donc, s'il a envie d'assembler des cubes ou autre chose, donc l'éducateur est là pour l'accompagner. Je vous donne un exemple simple à la maison. Vous avez des escaliers à la maison, votre enfant a envie d'apprendre à les monter, à les descendre. Surtout de ne pas lui dire « attention, tu vas tomber ». Voilà, ou mettre une barrière. Bon, mettre une barrière quand vous n'êtes pas en train de surveiller, c'est clair, c'est impératif. Par mesure de sécurité, c'est normal. Mais l'accompagner, le laisser faire, mais l'accompagner pour sa sécurité, pour qu'il ne tombe pas, qu'il ne trébuche pas, pour le rattraper. Voilà, effectivement. Alors, tu nous avais dit, Mounia, que c'était d'abord inspiré d'une méthode qui était faite pour des enfants à besoins spécifiques. Et justement, Madame Benrahmani, vous êtes auteure et vous êtes maman justement d'un enfant à besoins spécifiques. Et donc, du coup, à travers toute votre expérience finalement avec votre fils, vous avez donné naissance donc à ces 2 livres où vous revenez d'ailleurs à plusieurs méthodes, notamment la méthode Montessori. Oui. Alors, dans le livre, le premier livre, le Mu'jiza, alors la Montessori, c'est principal. Parce que les enfants en difficulté ou les enfants trisomiques, c'est des enfants qu'on veut améliorer les capacités. D'accord? Alors le Montessori, c'est une méthode d'apprentissage, premièrement, pour... alors, elle touche tout côté auditif, visuel, tactile, même pour psychomotricité, pour la marche, pour tenir un stylo, et les premiers pas pour écrire. Alors, le Mu'jiza, c'est le premier livre. Premièrement, c'est qu'est-ce que c'est la trisomie, qu'est-ce que c'est une prise en charge, qu'est-ce que c'est un enfant en difficulté, comment la maman peut découvrir que son enfant de 3 mois, de 4 mois, c'est un enfant qui est en difficulté. Elle doit soit intervenir par un spécialiste ou intervenir avec des moyens du bord. Par exemple, le livre. Il y a premièrement tout ce qui est la trisomie, qu'est-ce que c'est, pourquoi, les raisons. Après, il y a l'histoire, le vécu de mon fils, de la naissance à 1 an, avec tous les exercices qu'il faut pour développement psychomoteur et développement des sens. Alors, à la maman aussi, elle peut à travers le livre découvrir certaines choses que son fils il a besoin, pas exactement un autisme ou une trisomie, peut-être prise en charge pour développement psychomoteur pour un enfant, de 6 mois, 3 mois. On parle de 6 mois, 3 mois, 7 mois. Donc l'éducation, l'accompagnement commence déjà. Développement des sens, développement des capacités des bébés. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est L'enfant prodige. C'est de 1 an à 3 ans. Alors, c'est la marche, la propreté,
le corps, la famille, c'est ça. Alors il y a l'histoire de mon fils, bien sûr, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est réel en Algérie. Et le deuxième... Avec toutes les difficultés aussi. On dit toutes les challenges, on va dire. Voilà. Oui, les challenges ou les espoirs. Ou, voilà, nous avons une maman très positive. Oui, on a réussi à faire des choses qui étaient dites impossibles. Oui. On a pu la réussir, c'est ça. Le livre, c'est un espoir pour les mamans. Alors le deuxième, c'est les exercices développement de 1 an à 3 ans par la méthode Montessori. Très bien. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez votre histoire, donc votre parcours. Oui. Donc vous aidez les autres parents en racontant, par là où vous êtes passé, en leur racontant une histoire. C'est comme si on était en train de lire une histoire, mais en même temps, on apprend. En même temps, ça, c'est une approche très intéressante. Les mamans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on est en Algérie. Tu me dis ce qui se passe ici. Comment je peux développer mon enfant ici? Oui, on peut. Et donc, c'est ce que vous faites à travers votre livre, à travers votre expérience. Alors, il faut dire, Madame Benrahmani, en ce moment, vous êtes présente au SILA? Oui, je suis présente à SILA, dans le Moutaqaf, à E5. Oui. Et alors, la nouveauté, c'est que vous avez traduit donc, les 2 livres que vous avez écrits en anglais. Oui, la traduction des livres en anglais. En français, ça viendra, Inch'Allah. Les 2 livres, c'était demandé pour avoir les livres en anglais. Alors ça, c'est en 2022. On a Inch'Allah, réussi à faire la traduction et donner naissance à les 2 livres. Alors prochainement, Inch'Allah, il sera le livre de 3 ans à 5 ans. Voilà, c'était justement la question que j'allais vous poser. Donc là, nous avons 2 livres, donc de 0 quand même à 5 ans. Mais qu'en est-il 3 ans. À 3 ans. Non, il y a un de 0 à 3 ans et l'autre de 0 à 1 an. À 1 an. Parce que ça, c'est autre chose. Très bien. De 1 an à 3 ans, c'est une autre manche de prise en charge. Voilà, de prise en charge. Oui, c'est une autre manche. Il a quel âge votre fils maintenant? 16 ans. 16 ans. Oui. Allah Ibarak, 16 ans. Donc finalement, nous allons vous accompagner. Oui, bien sûr, Inch'Allah. Vous allez nous permettre finalement de vous accompagner tout au long de la prise en charge de votre fils, n'est-ce pas? Mais sinon, justement, parce qu'il faut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui se font vis-à-vis donc de cette catégorie d'enfants, donc les enfants à besoins spécifiques d'une manière générale, donc qu'ils soient autistes ou trisomiques. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait sur terrain, notamment l'insertion scolaire, qui est très intéressante pour ces enfants. Ça leur permet quand même d'être dans un environnement où ils peuvent évoluer donc plus rapidement et apprendre plus rapidement. Mais la question qu'on se pose, c'est peut-être après la scolarité, donc après l'âge de 18 ans. Donc est-ce que ces enfants peuvent aussi nous impressionner comme ils le font toujours d'ailleurs? Oui, ils peuvent. Là, on veut toucher plus d'enfants en difficulté, pas quelques-uns. Les enfants, pour un stage ou là, pour le domaine du travail, on a de 16 ans à 18 ans, c'est les stages pratiques et les stages pour préparer les enfants au domaine du travail. C'est mon enfant aussi, il a 16 ans. Et après le stage, l'enfant il fait le stage parce qu'il va travailler. Parce que les enfants ils sont éveillés, ils veulent faire comme les autres personnes, comme les frères, comme les papas, comme les oncles. Tant que papa part au travail le matin, moi aussi je fais faire mon stage pour partir travailler comme mon père. Et ils nous ont beaucoup impressionnés sur terrain. Bah oui, bien sûr. Il faut ouvrir le domaine du travail pour les enfants et permettez eux à travailler. Parce que vraiment, sur le terrain, on n'a pas beaucoup d'occasions d'insertion. Les hommes trisomiques, 21 ans, 22 ans, c'est des hommes, pour le travail. Et c'est ça ce qu'il faut insister dessus. Voilà, donc finalement, Mounia, la méthode Montessori, aujourd'hui, donc c'est une méthode finalement très intéressante, non seulement pour toutes les catégories, elle est même, il faut dire, utilisée pour certaines catégories d'adultes, après un AVC, aussi, donc qui pourrait être très intéressante. Mounia, merci beaucoup. Merci donc encore une fois d'être revenue sur cette méthode très intéressante pour les enfants, au moins, ils ont un espace de liberté. Voilà. Merci Mounia, on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain.
Inch'Allah, pour une autre thématique. Donc, Madame Fatiha Ben Rahmani, merci beaucoup déjà pour votre courage, pour tout ce que vous faites et surtout d'avoir partagé votre expérience avec tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve tout au long de la semaine au niveau du SILA. Oui. Voilà, très bien. Merci beaucoup encore une fois à vous. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de l'association Anit, elle, qui a organisé une exposition de peinture et c'est la Mia Boudbouda qui s'y était rendue. Ils ont choisi la peinture pour s'exprimer, car l'art est une véritable thérapie pour les adhérents de l'Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des trisomiques. Émile Mazari a choisi de peindre la Casbah qui l'affectionne. كصباح فوق البابي ومن بعد أنا كوريغا الكوري الديسان تاعي فوق البابي تاعي. واش شكون اللي شخصية لا كاسبا؟ أنا حبيتها شفتها قدامي عجبتني. Le support d'étoile est du papier recyclé qu'eux-mêmes ont fabriqué dans leur atelier artisanal sous la houlette de Toufir, éducateur spécialisé. C'est un travail qui se fait traditionnellement avec du matière de base vraiment c'est le basique, mais on a vraiment très coûteuse. Donc ils déchiquetent le papier, ils préparent le bain pour mélanger ce papier qui devient après une pâte. Et puis ils le façonnent dans un moule, ça dépend, à ça de monter le client, à A4 à forme raisin. Et puis après la production, donc ils font la transformation de ce papier pour donner certaines valeurs, ce qu'ils font actuellement. Donc pour la conception, les cartes de vœux, cartes d'invitation, les carnets, les cahiers, les feuilles de dessin. Les artistes nous expliquent les étapes de fabrication du papier recyclé, un travail qui demande de la dextérité et une certaine technicité. حاجة سهلة وخدمنا بزاف خدمنا لي بابي ريسيكلي باليد خدمناهم دي سيكتاج دي زونكري و لو مولاج دي زونكري باش نغسلوها بيان تاع بابي نعسلوها بيان ومن بعد باش ترجع على بات. انا نحب نفار خضار العيني حمار بني كحل راسو كاع نحبهم. نحب كاع اللون الوان vert. نحب كلش لي فلور سيشي فلورال لي بانتور éducation كامل. Peinture, dessin à la main, collage décoratif, inclusion de fleurs et cartes de vœux sont mis en vente pour réunir des fonds pour l'association et sensibiliser les gens sur le rôle de l'art comme thérapie. Mourad Hamla est réalisateur de films documentaires. Il est aussi passionné de photographie et à la recherche de supports originaux qu'il compte exploiter lors de ses tirages. Très impressionné par le travail des artistes parce que c'est des artistes eux-mêmes. Donc j'ai eu une discussion avec l'un des fondateurs de l'association. Donc il m'a fait découvrir leurs produits et je trouve que c'est très intéressant parce que ça peut créer une économie locale déjà. Déjà ils peuvent vivre de leur travail. Comme tout artiste, comme tout artiste qui essaie de le faire. Et surtout, en premier lieu, eux. Et même par rapport à mon travail, par exemple, en photographie, d'ailleurs, je suis très enthousiaste déjà d'acheter du papier chez eux pour faire des tirages artistiques, on va dire. Et c'est très intéressant, en plus des œuvres qui sont exposées ici dans la galerie. Pour mettre en lumière la beauté des personnes porteuses de trisomie 21 et ainsi faire naître l'envie de s'ouvrir à la différence.
Et voilà, donc c'était une exposition de peinture organisée par l'association Anit et c'était Lamia Boudbouda qui s'y était rendue. Nous allons rester dans l'ambiance du livre et l'ambiance du Sila puisqu'un autre auteur est parmi nous ce matin que vous pourriez retrouver tout au long de la semaine au niveau du Sila. Il s'agit du docteur Miloud Yebril. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci bien. Merci pour Alors, docteur Yebril, vous êtes médecin psychiatre. Vous exercez au niveau de l'hôpital Frantz Fanon. Voilà, je suis psychiatre à l'hôpital de Frantz Fanon de Blida. Et vous avez, entre-temps, donc versé dans l'écriture, mais beaucoup plus dans la romance. Oui, j'écrivais en fait, je me suis initié tout d'abord dans le monde du journalisme. J'ai travaillé comme journaliste pendant quelques années. Et puis j'ai écrit mon premier roman, Janoub el-Melh, puis un recueil de nouvelles. Je pense que l'écriture, c'est une résultante d'une grande histoire avec la lecture. En fait, j'étais tout d'abord un lecteur acharné de tous les classiques, les livres de philosophie, d'histoire. Et puis voilà, je me suis trouvé écrivain. Voilà, vous vous êtes retrouvé écrivain. Alors vous avez évoqué quand même une spécialité très intéressante, la philosophie. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans vos écrits, puisque les titres déjà évoquent, j'ai envie de dire, toute une question philosophique. Donc on va commencer par le premier que vous avez écrit, Janoub el-Melh. Janoub el-Melh, donc moi je sais que vous êtes d'origine de Djelfa, et je sais qu'à Djelfa il y a le rocher du sel. Alors ça vient de ça? Voilà, en partie oui, le rocher de sel. En fait, le personnage central de ce roman, Janoub el-Melh, s'appelle Misbah. Il est né à Djelfa, au sud de ce rocher de sel. Et le roman raconte un petit peu son passage de Djelfa dans les années 90, de Djelfa à Alger. Il est photographe. Mais il finit par perdre la vision, il devient aveugle à la fin du roman. Alors comment un photographe vit une telle situation, c'est peut-être aussi philosophique. Alors Janoub el-Melh, c'est aussi chaque mot est chargé de sens aussi. Janoub Wahdou, tout seul, est chargé de sens. Le Melh aussi, il dit beaucoup de choses sur la sensualité, sur le quotidien, Voilà, mais sinon, Janoub el-Melh aussi relate un petit peu, on va dire, l'histoire de plusieurs générations, parce que là, on voit que le personnage principal, Misbah, c'est ça. Et puis même l'appellation, j'ai envie de dire, le choix donc du prénom n'est pas anodin. Misbah, ça vient donc de la lampe ça vient de la lumière. La lumière, voilà, exactement. Il y a finalement, c'est une invitation à se poser beaucoup de questions. Voilà, il y a aussi une autre astuce, puisque les deux personnages centraux, en fait, Misbah et Mariam, ont Mariam qui est sa femme. Voilà. Qui est sa femme, il y a une petite astuce dans leur nom. Misbah, en fait, il porte un sens même si on enlève une lettre. Misbah, Sabah, Bah, Ah et Ha. Mariam aussi, Mariam, Yam. En fait, Misbah, au fil du temps, il perd des choses, il perd la vision, mais il perd aussi d'autres choses. Mais il garde un sens. C'est ça ce que je voulais dire à travers le prénom Misbah aussi. Voilà, mais sinon, Misbah qui perd la vue, à la fin, pour un photographe, ça vit comment? C'est très douloureux, mais il dit, Misbah, dans le roman, que les yeux, le vrai appareil du photographe, c'est pas leurs yeux, mais c'est sa pensée, c'est sa tête. Alors il continue à photographier, il continue à imaginer le monde, à imaginer sa fille, Hikma, à imaginer beaucoup de choses.
Hikma aussi, ça s'est chargé de sens. Voilà, oui, oui. Hikma, ça vient de la sagesse. Oui, voilà, et la sagesse, exactement. Il a eu un cancer du cerveau et il a probablement décédé à l'âge de 38 ans, 39 ans. Voilà. En plus, très jeune. Voilà. En plus, très jeune. Voilà, donc ça c'était pour votre premier roman, donc Janoub el-Melh, mais sinon vous avez eu aussi à écrire un recueil de nouvelles, c'est ça? Exactement. Alors oui. là, كيف تفرق الأسماك أعينها. Voilà. Alors là aussi c'est une question très philosophique parce que c'est vraiment comment les poissons se frottent les yeux. Alors on sait très bien qu'elles ne le font pas. Voilà. Mais finalement. Mais en imaginant que si jamais l'asmak a besoin vraiment de se frotter les yeux, comment elle fasse en fait. Hein. C'est une situation un petit peu ordinaire pour un être humain, mais pour les poissons, c'est vraiment un problème existentiel. Alors, ça relève de l'impossible, finalement, pour un poisson. Voilà. Pour le personnage central de 3 nouvelles de ce recueil, en fait, il s'imagine comme un poisson en fait. Et c'est pour cela il a besoin de faire des choses très faciles, très simples dans la vie, et il ne peut pas. Il s'appelle Shamr. Et Shamr, ça veut dire quoi? Shamr, le hautain. De Shumur. Voilà. Ça vient de Shumur. Voilà, ça vient de Shumur. Shamr Ben el-Hawiya. Ben el-Hawiya, c'est un fils de Qasba d'Alger, et il essaye de faire des petites choses dans la vie, mais il ne réussit jamais. Alors, il raconte un petit peu la difficulté. Ça, je l'ai écrit en fait, le recueil de nouvelles, je l'ai écrit avant le Hirak. Alors, il y a un moment un petit peu d'attente, d'incapacité en fait, hein, d'agir, de penser, et de prévoir aussi, hein, le futur. Alors un moment d'attente, voilà. Voilà, un moment d'attente, effectivement. Donc, tant de questions philosophiques. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces questions philosophiques jaillissent un petit peu de votre métier déjà en tant que médecin psychiatre? Je ne suis pas sûr. En fait, est-ce que l'écriture qui m'a conduit à la psychiatrie, ou la psychiatrie qui a renforcé en fait ce penchant. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux se nourrissent, hein, l'un de l'autre. Alors oui, puisque la psychiatrie en fait en partie a été fondée par des philosophes, alors et la psychiatrie concerne l'homme en totalité, ne concerne pas un organe en particulier. Alors oui, ça donne à penser à la situation de l'homme en totalité, à la société, à l'homme dans la société. Et je pense que la psychiatrie, mon métier en tant que psychiatre, me donne beaucoup d'idées sur l'homme algérien et la société algérienne. Voilà, justement. Alors, est-ce que, encore une fois, parlant de votre métier, donc vous voyez beaucoup de monde qui ont quand même des histoires à raconter, qui ont des anecdotes à raconter, pas toujours heureuses, effectivement, donc c'est ce qui les conduit quand même à certaines pathologies, mais est-ce qu'on peut dire que ces histoires auxquelles vous êtes confrontés ou vous rencontrez, on va dire, au quotidien, peuvent aussi vous donner des idées, peuvent aussi alimenter toutes ces questions philosophiques que vous posez et que vous nous invitez finalement à nous poser? Certainement, les
les patients en psychiatrie ont vraiment une particularité, puisque l'examen en psychiatrie ne se base pas sur une auscultation ou des examens complémentaires comme le CG ou le scanner, etc. Mais il est basé sur la parole. La parole, la communication. La communication. Alors, le patient, souvent, il parle, il évoque sa vie, parfois anarchiquement, mais il a toujours un sens, en fait. Et il garde toujours un sens. Je pense que les malades me donne aussi une idée sur l'inconscient de la société, en quelque sorte. Hein. Il parle, il évoque les sujets que les individus de tous les jours n'osent pas peut-être à évoquer. De toute façon, les malades en psychiatrie ont beaucoup de choses à dire et il faut qu'on les entende, en fait. Voilà, donc tout est encore une fois, tout repose encore une fois sur la communication, mais surtout sur l'écoute active, n'est-ce pas? Alors, pour revenir encore une fois à vos écrits, donc ce qui est attirant, on va dire, c'est que vous écrivez en langue arabe. Moi, je vois que c'est tout à fait naturel. Hein. J'ai fait tout mon cursus scolaire en arabe. Ma langue maternelle est la langue dialectale arabe, qui est un degré de l'arabe classique. Et je n'ai commencé à apprendre la langue française qu'à partir de la première année de médecine. Alors, pour moi, le français, c'est un outil de connaissance, de savoir, mais la langue d'amour, la langue de pensée, la langue de rêve, la langue intime, c'est la langue arabe. Alors, je vois pas d'avantage en fait, hein, si j'écris en français, mais quand même apprendre une autre langue, ça aide à prendre aussi une distance avec notre langue maternelle. Et peut-être en cela, le français, peut-être l'anglais ou l'allemand m'ont un petit peu aidé. Encore une fois, à enrichir la langue arabe. À enrichir la langue arabe. Alors, en ce moment, vous êtes présent aussi là, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai fait une vente dédicace le samedi passé. Ça s'est passé comment? Voilà. Je serai disponible aujourd'hui aussi au Salon du Livre. Alors samedi, donc c'était une vente dédicace, ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. Ce qui m'intéresse dans les ventes dédicaces, c'est les échanges avec les lecteurs, les lectrices. Et ce qui est étonnant aussi, pour rebondir au sujet des langues, en fait j'ai offert mon recueil de nouvelles à 2 lectrices francophones qui veulent s'initier à la lecture en arabe. Alors voilà, j'invite aussi les francophones à lire pas seulement كيف تفرك الأسماك أعينها, mais aussi de très très beaux romans et de très beaux recueils de nouvelles qui sont disponibles au Salon du Livre, qui sont écrits par des Algériens, des jeunes Algériens qui ont eu déjà des grands prix dans le monde arabe, tels que le prix Najib Mahfouz de Ahmed Taibawi ou Abdelwahab Issaoui, Diwan Isbarti, ou autres très 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 bons romans et de recueils de nouvelles. Vous êtes au niveau de quel stand pour qu'on puisse vous retrouver cet après-midi? Je suis à Dar Dhamma, c'est le E44. Si je me rappelle bien, c'est le E44. Ça va se passer à quelle heure cet après-midi? À partir de 11h. À partir de 11h. Ah, donc là, vous avez terminé l'émission, vous allez partir directement. Voilà, très bien. Mais sinon, docteur Yebril, encore une fois, est-ce que vous pensez, encore une fois, continuer à écrire toujours dans ce style philosophique? Philosophique ou moi je suis pas sûr que c'est philosophique, mais ce que j'essaye de faire, c'est de poser des questions ou parler
de ma situation en tant qu'être humain, en tant qu'Algérien dans la société algérienne. Et cela, je pense qu'il existe toujours, en fait, tant qu'il y a des questions à poser, tant qu'il y a de l'exercice médical, tant qu'il y a de la lecture, je pense qu'il y aura de l'écriture aussi. Tant qu'il y a de l'échange aussi avec la société, comme vous le faites lors de ces ventes dédicaces aussi. Bien sûr, bien évidemment. En fait, je découvre aussi le lectorat. Moi, je ne pense pas que je connais le lectorat. J'ai à peine publié 2 ou 3 livres. Alors, je découvre aussi le lectorat algérien. Je découvre les penchants, comment ils pensent, comment ils ont reçu. Par exemple, mon premier livre, le roman Janoub el-Melh. Certains d'entre eux me parlent de Janoub el-Melh. Certains d'entre eux viennent exceptionnellement pour signer Janoub el-Melh plutôt que le recueil de nouvelles. Alors oui, c'est une découverte pour moi, c'est une découverte permanente en fait. D'autres projets probablement à l'avenir pour d'autres écrits? Oui, j'ai un roman, Al-Kilab la tazal tadhak, qui va sortir prochainement, je pense dans quelques mois. Encore une fois, une autre question philosophique. Voilà, voilà. Et ça parle un peu de l'histoire, un peu de la guerre de libération, mais beaucoup plus de la guerre de l'indépendance telle qu'on voit aujourd'hui. Par la jeunesse aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Par la jeunesse. Donc, c'est un travail fait auprès de la jeunesse pour voir un petit peu la jeunesse d'aujourd'hui, comment elle voit, comment elle fait plutôt une rétrospective de l'histoire, c'est ça? Exactement, voilà. Voilà, comment je vois moi-même en tant qu'écrivain, mais le personnage principal de ce roman sera un ancien moujahid qui vit une sorte de maladie neurologique qui l'empêche en fait à distinguer la réalité et ce qu'il voit comme réalité et qu'il ne l'est pas. En fait, il y a une question enfin, il cherche la vérité. Il y a une question de vérité historique dans le roman, voilà. Voilà, mais sinon, vous êtes inspiré par quel type d'écrit, de littérature, d'écrivain aussi? Moi, je lis beaucoup de philosophie, d'histoire, de psychologie et très peu de romans. Ça, c'est un peu étonnant. Paradoxal, oui. C'est paradoxal, mais c'est cela. Sinon, j'ai beaucoup aimé Hossein Jamil el-Barghouthi, par exemple, qui est un écrivain palestinien. J'ai adoré Mohamed Dib. Aussi, Malik Haddad sont les plus grands, Rachid Boujdara aussi sont les plus grands écrivains algériens. Ben voilà, donc on rappelle qu'on vous retrouve cet après-midi, enfin en fin de matinée à partir de 11h, donc au niveau du Salon international du livre d'Alger pour une autre vente dédicace. Et Inch'Allah. Très prochainement, donc le livre, Inch'Allah, Al-Kilab la Zalat Tadhak. La Tazal Tadhak. Voilà, ben, on vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Merci donc je rappelle, docteur, vous êtes donc docteur Miloud Yebril, vous êtes médecin psychiatre, mais vous êtes aussi écrivain, auteur. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci énormément de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un énorme plaisir dès demain à partir de 8h. Je vous accompagnerai jusqu'à 9h30. Merci à la régie 7 donc, de nous avoir accompagnés cette matinée. Et on se quitte avec cette belle musique. Donc, Yazid Aït Mahdi nous avait proposé hier, rappelez-vous, dans sa rubrique So. Il s'agit donc de l'inspecteur Tahar marque le but et